combat, il remercie publiquement toutes les personnes qui l'ont soutenu. Sa victoire est leur victoire. L'anthropologue qui écrit un livre, un combat comme un autre, se trouve dans la même situation. Donc, et dans ce livre, vous avez eu à rencontrer pas mal de personnes ressources, hein, donc au niveau de la lutte sénégalaise, donc au niveau des différentes écuries. Quelles sont vos rencontres avant ta question au niveau des écuries? Vous avez rencontré quelle écurie et Alors, autres, moi, j'ai rencontré un peu tous les acteurs de l'arène, du CNG, les promoteurs, les marabouts, etc. Mais évidemment, je me suis centré sur les lutteurs et leurs écuries. Et moi, j'étais basé au Parcelles Assainies. Donc, je me considère comme, voilà, je soutiens, comme on parlait tout à l'heure du football, qui soutient PSG, qui soutient Arsenal. Moi, je soutiens les lutteurs des Parcelles Assainies. Donc, j'étais vraiment basé en immersion. Je logeais au Parcelles Assainies. Et tous les jours, j'allais suivre les entraînements des lutteurs, que ce soit Parcelles Bolo, que ce soit Feke Machibole, que ce soit aujourd'hui l'écurie Jambar qui s'est créée nouvellement autour de Papasso et un peu qui fait l'unité des parcelles, parcelles Assainies. Et donc, je suivais tous les jours, j'allais aux entraînements. Après, souvent, je mangeais chez les lutteurs, je côtoyais les fans clubs, les amis, la famille. Donc, vraiment être en immersion au sein de ces écuries des parcelles, en m'intéressant, je disais, aussi bien aux petits lutteurs qu'aux grands champions. Et à l'époque, donc 2014-2015, à Parcelles Bolo, je suivais les premiers combats de Franc. Et c'était clair à l'époque, je savais que ça allait devenir un grand champion. Il n'avait pas peur d'aller disputer tous les Mbapat, même en dehors de Dakar, dans les régions, dans le pays Serrère, etc. Et c'était évident que ça allait être un grand champion. On arrive 10 ans plus tard, il arrive parmi les VIP de l'arène avec le combat remporté récemment contre Ama Baldé. À l'époque, Modulo était déjà le rock des Parcelles Assainies, était déjà le champion vraiment de toute la commune, mais il n'était pas encore roi des arènes. Il est roi des arènes depuis lors, depuis plusieurs années. Et du coup, ça fait aussi toute cette ferveur autour de la lutte dans les Parcelles Assainies. Donc, je suis content de revenir quelques années plus tard et de voir que finalement, c'est mon quartier qui domine l'arène. Actuellement, avec ce derby un peu entre Pikine et Parcelles. Ok. Julien, est-ce que votre intégration a été facile, si on sait que la lutte, c'est un milieu qui a ses réalités? Vous, en tant qu'étranger, vous venez, vous voulez faire un livre sur cette discipline-là qui est un peu particulière. Est-ce que l'intégration, au sein de ces écuries surtout, ça a été facile? En réalité, oui. Dès lors qu'on prend du temps, et qu'on ne se contente pas de venir une fois et puis de repartir, mais que tous les jours on est là, et on est là tous les jours aux entraînements avec les lutteurs, en réalité, oui, les personnes ont été, pour le coup, la teranga sénégalaise n'est pas du tout un vain mot, et c'est vrai, j'ai été très bien accueilli, tout le monde m'a aidé, m'a accordé du temps, donc j'ai pas eu de problème finalement à intégrer ça, et dès lors que voilà, on est patient, on assiste, on essaie de comprendre de l'intérieur comment ça se passe. J'ai eu aucun problème jusqu'à suivre des lutteurs qui allaient préparer leur combat en repartant à leur village d'origine, en pays Serrère, aller voir consulter les marabouts, etc. Donc oui, finalement, l'intégration, dès lors avec de la patience, de la persévérance, il n'y a pas eu de problème. Les gens étaient très accueillants, j'ai jamais eu de porte fermée où que ce soit. Okay. Quel a été l'effet déclencheur pour que vous focalisez sur la lutte? Pourquoi pas le football et pourquoi pas le basket? Pourquoi spécialement la lutte? Parce que le football, c'est un sport qui vient de chez nous, comme on dit. Alors que l'Anji Sunuchosan, c'est quelque chose de vraiment sénégalais. Ça n'existe qu'au Sénégal. Il y a de la lutte traditionnelle un peu partout, en Afrique, mais aussi au-delà, aux Canaries, on sait, dans d'autres pays un peu dans le monde. Mais de la lutte avec frappe, elle est vraiment spécifique au Sénégal, c'est unique au Sénégal. Et c'est vraiment quelque chose de marquant dans l'histoire du Sénégal depuis des siècles. Est-ce que c'est pas l'aspect culturel qui vous a le plus voilà. attiré? Et donc, je savais qu'à travers la lutte, j'allais pouvoir comprendre quelque chose du Sénégal et de son histoire et de sa société aujourd'hui à travers ça. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Moi, je suis anthropologue de formation, donc chercheur en sciences sociales. Donc, c'est pas le sport en tant que tel qui m'intéresse, c'est comment à travers un sport, je peux découvrir une société, une culture. Et quoi de mieux que la lutte sénégalaise pour comprendre le Sénégal. Évidemment, le football est un sport extrêmement populaire ici. On voit avec quelle aussi passion vous défendez vos équipes. Il y a une Parisienne, il y a des gens d'Arsenal, etc. Mais voilà, la lutte sénégalaise est aussi quelque chose qui permet de comprendre le Sénégal à travers elle. Ça va donc au-delà d'un sport, hein? Ah oui, il a clairement dit que c'est un anthropologue de formation et effectivement, à l'entendre parler, on sent nettement que ce livre
parle non seulement d'anthropologie, de sociologie, d'histoire, de culture. C'est quoi aujourd'hui sa particularité par rapport aux autres livres qui sont écrits sur la lutte? Mais ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'il n'y avait pas tant de livres qui avaient été écrits sur la lutte. Et ce que je disais, peut-être sa spécificité, c'est le fil directeur autour de vraiment la construction de la popularité. Comment on arrive à se faire un nom jusqu'à être reconnu, que tout le monde aujourd'hui, Modulo, qui au Sénégal ne connaît pas Modulo? Ou Bombardier, précédent roi des arènes, etc. C'est pas possible. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé, cette logique de la célébrité, qui est quelque chose de mondial, hein, la culture de la célébrité avec les grandes stars, les vedettes, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, dans le sport, mais comment elle se construit de manière spécifique au Sénégal autour des lutteurs, qui a la particularité, ce qui est frappant quand vous parliez du football avant, pour faire carrière dans le football, on voit qu'il y a des excellents footballeurs en Afrique, au Sénégal, ailleurs. Pour faire carrière, généralement, ça nécessite de faire une carrière internationale, de partir dans les meilleurs clubs à l'étranger. Alors que le Sénégal, la lutte sénégalaise a la particularité d'avoir des carrières qui sont nationales, puisqu'il y a de la lutte avec frappe ici au Sénégal. Et donc, voilà, comment on construit cette célébrité nationale autour des lutteurs. En fait, dans votre livre, vous avez parlé de la genèse de la lutte ici au Sénégal. Comment s'est déroulé en fait les recherches? Parce qu'il y a eu une chronologie de la période précoloniale et tout. Comment ça s'est déroulé votre recherche? Alors, il y a un tout petit chapitre au début sur la période jusqu'à précoloniale et jusqu'à l'époque coloniale. Alors sur la période précoloniale, on sait peu de choses et je ne me suis pas insisté là-dessus, c'était pas ça le cœur du travail, mais j'ai quand même retrouvé des récits qui dataient de la fin du XVIIe siècle, d'observateurs, de voyageurs européens qui allaient, c'était en visite près de Saint-Louis, le long du fleuve, et qui assistaient à des combats, qui étaient des bapates, qui décrit, avec son œil étranger qui ne comprend pas vraiment de ce qui se passe, mais qui décrit des combats, il décrit les griots, il décrit les chants, il décrit les récompenses, il décrit les techniques de lutte, et on se rend compte que c'est encore les techniques qui sont utilisées par les lutteurs aujourd'hui. Donc on voit vraiment sur des siècles la continuité de tout ça. Et après, pour ce qui est du XXe siècle, je me suis beaucoup basé aussi sur les archives de presse, la presse coloniale, de Paris-Dakar, Dakar Matin, puis ensuite à l'époque, après l'indépendance, le Soleil, etc., pour décortiquer aussi les évolutions de la lutte depuis un siècle. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment là-dessus, c'est comment la lutte s'implante à Dakar et devient un phénomène urbain. Puisqu'on sait que la lutte, elle est née plutôt dans les tournois villageois, après les récoltes, où les différents champions des villages se défiaient les uns les autres. Mais comment au début du XXe siècle, au moment où Dakar devient une grande ville, la lutte arrive en ville, et là elle se transforme en quelque chose d'autre, elle reçoit un peu l'influence de la boxe anglaise, elle devient un sport spectacle, il y a des enjeux de business, d'économie à travers les promoteurs, la construction des premières arènes urbaines, et donc j'ai essayé de documenter tout ça aussi à travers la presse, pour voir les transformations de la lutte. Et justement, en parlant même de business, vous avez certainement rencontré les promoteurs lors de votre recherche. Et sur le plan financier, qu'est-ce que vous retenez par rapport aujourd'hui au chiffre d'affaires de la lutte, déjà dans un premier temps, au statut du jeune lutteur, comme vous vous êtes focalisé beaucoup plus sur les jeunes lutteurs, le statut du jeune lutteur, comment il vit, est-ce qu'il vit de son art au quotidien par rapport à la lutte sénégalaise? Tout à fait. Alors, la lutte, comme beaucoup d'autres activités, l'argent est vraiment le nerf de la guerre. On sait que s'il n'y a pas d'argent, et donc s'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas de combat de lutte. Donc évidemment, il y a tout un chapitre sur les promoteurs qui sont très importants, mais on voit qu'il y a différentes catégories de promoteurs. Bon, certains, après, au cours de leur carrière, peuvent changer. Mais entre les grands promoteurs, à l'époque, les Luc Nicolaï, les Gaston Beng, etc., les Aziz Ndiaye, etc., aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont les moyens financiers de faire lutter les meilleurs champions. Les rois des arènes et de faire des combats chocs, des combats royaux, etc. Mais il y a aussi des promoteurs qui permettent de faire lutter les jeunes lutteurs. À l'époque, moi plusieurs fois j'ai rencontré Serine Moudounian qui était vraiment vu comme le promoteur des jeunes espoirs. Et lui, il faisait peut-être pas des grands combats aussi médiatisés que les combats chocs, mais c'est lui qui chaque année faisait lutter qui avait le plus grand nombre de journées de combat par saison. Et pour ça, il fallait vraiment être très reconnaissant parce que c'est lui qui permettait de faire lutter les jeunes lutteurs. Et si les jeunes lutteurs ne luttent pas, aucun d'entre eux ne pourra un jour arriver au sommet de l'arène et devenir roi des arènes. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir aussi la lutte par le bas, par les jeunes lutteurs, par les promoteurs qui font lutter les espoirs, les pépinières, comme on dit. Ouais. Et ça, c'est très important de ne pas se focaliser uniquement sur la dizaine, la vingtaine de grands champions que tout le monde connaît, mais de voir
toute la pyramide, la hiérarchie finalement de la lutte, et aussi du côté des promoteurs. Évidemment, pour un jeune lutteur, moi j'étais proche de lutteurs qui commençaient leur carrière, c'est difficile en fait. On voit que toute la famille doit s'investir autour d'eux. Et je voyais, par exemple, avec le père d'un jeune lutteur qui en était à son premier, deuxième combat, il disait, à chaque combat, j'ai des pertes. Il faisait vraiment le tableau, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai gagné. Et le petit cachet que touchent les jeunes lutteurs, à l'époque c'est 100 000 francs CFA le minimum, je ne sais pas si ça a bougé depuis. Mais en fait, quand on voit les dépenses qu'il devait consacrer justement pour devenir populaire, le jour du combat, qu'il y a une centaine de personnes qui se rassemblent au domicile, il faut pouvoir offrir au moins un repas à tout le monde. Ensuite, il faut payer les cars pour aller se rendre au stade. Parfois, il faut même distribuer des billets gratuitement pour que les plus jeunes fans qui n'ont pas les moyens de payer le billet d'entrée soient là pour supporter et pour que le promoteur voit que le lutteur est populaire. En réalité, tout ça, ça dépassait déjà l'argent qui touchait l'avance du cachet et peut-être même après ce qu'il avait touché dans le reliquat. Donc en fait, on voyait vraiment que c'était un investissement et c'était pensé comme tel. On disait voilà, au début, je sais que je vais avoir des pertes, je sais que ça va être compliqué, mais on va investir parce que le petit, là, mon enfant, mon fils, il a des chances dans l'arène et peut-être sur 2 ans, 3 ans, après les cachets vont monter, il va peut-être gagner 1 million et là, par contre, on va pouvoir commencer à faire des bénéfices. Donc il y a vraiment un sacrifice de tout le monde, on voit de la famille, des amis, du fans club, on va mobiliser les commerçants du quartier pour qu'ils donnent 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, peut-être un peu plus pour aider à la préparation du combat. C'est ça, mais c'est vraiment du coup, on voit au niveau du quartier comment on construit cette réputation qui est nécessaire pour qu'on vous soutienne et qui est la condition nécessaire. Un modèle de développement. Alors, moi, je voudrais savoir concrètement l'histoire de ce livre, quoi. C'est-à-dire, ça raconte quoi exactement? Le profil d'un lutteur sur lequel vous avez mis le curseur. Comment ça se passe réellement, son évolution, ses débuts, l'acteur central de ce livre-là? Ce que j'ai dit, l'acteur central, c'est la carrière d'un lutteur. Alors il y a plein d'exemples, hein, c'est pas centré sur un seul lutteur. Quel nom vous lui avez donné? Alors ça, c'était une vraie question. Oui. Au début, j'avais gardé tous les noms des lutteurs et après j'ai anonymisé. Ça renvoie aussi à des questions un peu de méthode et de normes dans la discipline en sciences sociales où on anonymise les personnes. J'ai gardé les noms de grands lutteurs, les modulos, les bombardiers. C'était évidemment pas question de les anonymiser. Donc j'ai anonymisé